Israël et la morale de la guerre, une conférence de J. Cole, La paix maintenant. Bonsoir. Nous nous retrouvons avec Sami Cohen, professeur à Sciences Po, série Sciences Po. Il a écrit beaucoup de livres sur israélienne, sur l'armée, ça, l'épreuve du terrorisme. Je dis dans le vrac comme ça les titres qui me viennent à l'esprit. Israël, une démocratie fragile, si c'est bien ça. Et là, donc, je viens de publier ce livre sur Israël et la morale de la guerre. Israël, la morale de la guerre. Voilà, tuer ou laisser vivre, Israël et la morale de la guerre. Et donc retrace depuis la création du mentionnisme, pratiquement depuis les années 20, surtout la création de l'État et toutes les guerres que le pays a traversées jusqu'à celle qui a commencé le 7 octobre, qui n'est toujours pas terminée, qui est devenue de ce fait la guerre la plus longue qu'Israël a menée. Donc, Sami a parcouru ces 77 ans de, de l'histoire du pays pour analyser le comportement de l'armée pendant les différentes périodes et répondre aux questions que beaucoup se posent, pas seulement dans les médias, mais aussi au sein de cercles comme le nôtre, sur le comportement de l'armée dans ces situations qui parfois sont des situations très difficiles, de conflits face à un ennemi qui peut être parfois une armée régulière, comme ça a été le cas face à l'Égypte ou la Syrie dans les guerres qui ont eu lieu dans les années 73, par exemple, et le plus souvent ces dernières années contre des groupes qualifiés en Israël de terroristes, qui sont des organisations combattants qui utilisent toutes sortes de moyens, y compris par la terreur, pour attaquer ce pays de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, confronté à toutes ces situations, l'armée n'a peut-être pas toujours eu le... Mais est-ce qu'on peut avoir toujours un comportement moral quand on est dans une situation de guerre? Ce sont toutes ces questions que l'on va aborder avec Sami. Et il va donc faire un exposé de quarantaine de minutes. Et puis, à l'issue de cet exposé, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Donc, merci Sami. Je te passe la parole. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Effectivement, comme tu as rappelé, c'était pas la première fois que j'interviens dans ce cadre-là. C'est toujours avec plaisir que je le fais. Et là, actuellement, bon, je serai pour vous parler de ce livre enquête que j'ai commencé il y a plusieurs années déjà, même beaucoup plus longtemps que plusieurs années. Je m'intéresse à cette question depuis très longtemps. Juste pour vous faire un petit commentaire concernant le titre, Tuer ou laisser vivre, ça, ça semble un peu James Bond, mais le titre de James Bond, c'est un peu différent. C'est Vivre et laisser mourir. En fait, le titre, il m'a été inspiré par un autre film qui est American Sniper, réalisé par Clint Eastwood, où on voit à un moment un sniper américain qui voit approcher vers lui une femme, habillée, une femme irakienne, habillée avec un vêtement très couvrant. Il ne sait pas ce qu'elle cache, au fond. Est-ce que c'est une terroriste? Est-ce que c'est une femme tout à fait innocente? Il a 2 secondes pour décider. C'est tuer ou laisser vivre. C'est ça le dilemme, en fait, de toutes les armées occidentales qui sont en guerre dans des zones urbaines face à des terroristes qui se cachent dans la population. C'est toujours ce choix-là. Et c'est en fait le fond même de la question morale. La question morale revient à faire en sorte que le soldat hésite avant de tirer. Il réfléchit avant de tirer. Ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui n'hésitent pas, ce n'est pas une question, ce n'est pas une attitude morale. Bon, ça c'est pour le titre. En ce qui concerne le sous-titre, la morale de la guerre, bon, ça renvoie à un courant de pensée, à un ensemble de pratiques qui remontent même au temps biblique, sur la question de la protection des civils, la protection des blessés, les personnels médicaux, les convois d'aide humanitaire, quand en fait, ça revient à réfléchir à comment humaniser la guerre. Ça paraît bizarre,
quelquefois ces gens disent, mais est-ce que morale et guerre, ça va ensemble? Oui, c'est un courant de pensée qui tente d'aller dans ce sens-là de l'humanisation de la guerre et qui a donné lieu aux conférences de La Haye au début du XXe siècle et aux conventions de Genève également après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce livre, je l'ai écrit parce que ça m'interpelle depuis très très longtemps, depuis que en fait j'ai fait mon service militaire en Israël au début des années 60. Cette question, on en débattait. On en débattait, on avait des instructions très strictes concernant les précautions à prendre par rapport à la population civile arabe. Ça m'intéresse également parce que Israël, au fond, cette question a toujours été une question lancinante. Vous savez, la société israélienne se considère un peu comme lumière des nations. On parle de la pureté des armes, de l'armée la plus morale au monde. Il y a une autoperception très morale, très positive de soi. Et donc, moi, j'ai essayé de savoir, au fond, dans quelle mesure est-ce que toutes ces notions-là sont appliquées en pratique par l'armée, mais sont ensuite aussi intégrées dans la société israélienne, chez les Israéliens, chez les civils israéliens. Donc les deux m'ont intéressé et au fond, j'essaie de voir comment ces notions sont appréhendées dans l'armée et dans la société depuis les années 1920-1930, en fait depuis que le conflit entre juifs palestiniens et juifs arabes a pris une dimension très importante jusqu'à nos jours. Alors, évidemment, je ne passe pas en revue tous les conflits depuis l'époque, mais je passe en revue les conflits dans lesquels la question morale s'est posée. Il y en a plein. Il y en a plein. Et déjà, dans les années 1920-1930, ces questions se posent. Alors, je ne vous ferai pas un état des lieux exhaustif, parce qu'on n'en a pas le temps. Donc, je vous conseille, pour ceux que ça intéresse, de regarder un peu le texte. Mais ce que je voudrais essayer là, au cours de cet exposé, de retenir les principales conclusions, les principales idées qui se dégagent de cette enquête que j'ai menée, que j'ai explorée depuis depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 7 octobre, sur lesquelles évidemment on va s'attarder. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de réponse simple. Est-ce que le Tsar est l'armée la plus morale au monde ou pas? C'est pas simple. C'est pas simple, c'est compliqué. Je vais conclure là-dessus, mais simplement pour dire que au cours de toute cette période de plus de 70 ans, beaucoup plus de 70 ans, ce qu'on constate en fait, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et moi, ce que je retiens, sont en fait quatre principales époques. La première époque, c'est l'époque des premiers conflits entre juifs et arabes dans les années 1920-1930. Ce qui est assez intéressant déjà à cette époque-là, c'est qu'en 1939, la question morale émerge dans le Yishuv. Il y a un courant dans le Yishuv il y a une phrase assez célèbre qui va être exprimée par Berl Katzenelson euh, lors du congrès sioniste de 1939, où il dit, au fond, que cette guerre, le Yishuv doit la conduire avec retenue et ne pas se laisser aller à des représailles aveugles à chaque fois qu'on est attaqué. Et il sort cette phrase où la première fois on entend parler de la pureté des armes. Ça paraît, quand on parle à des gens qui ne connaissent pas Israël, la pureté des armes, ils tombent des nues. Ils se disent, mais quel lien y a-t-il entre des armes et la pureté? Parce que, au fond, Bernd Katzenelson explique que, je le cite, la retenue signifie que nos armes demeurent pures. Nous apprenons l'usage des armes, nous les portons, nous faisons face à nos ennemis, mais nous ne voulons pas que nos armes soient tachées de sang d'innocents. C'est ça la notion de pureté des armes telle qu'elle a été inventée à l'époque et qui va servir ensuite, ça va être repris
dans le code éthique de l'armée dans les années, beaucoup plus tard, dans les années 1990, et ça va s'appeler toujours pureté des armes, et ça revient tout le temps dans le débat, est-ce que l'armée respecte la pureté des armes ou pas, mais il faut bien comprendre que ça va avec cette idée que les armes sont faites pour se défendre, elles ne sont pas faites pour attaquer des personnes innocentes. Alors, bien que le Yéchou euh, ait élaboré cette doctrine, dans la pratique, elle va pas être appliquée purement et simplement, parce que le conflit est très violent des deux côtés. On assiste à des représailles aveugles des deux côtés. Il y a pas un bon côté, un mauvais côté, il faut le dire. Concernant cette question-là, des massacres de civils sont commis, euh, euh, souvent délibérément. C'est une guerre féroce. On tue des civils à bout portant. Et c'est vrai des deux côtés. Euh, mais il faut préciser qu'il n'y a pas une politique générale du Yishuv de cibler des civils. Ce qui se passe, c'est en fait des comportements au cas par cas de forces combattantes, de telle section, telle compagnie, où des soldats décident de se faire justice eux-mêmes, de se venger parce que leur unité avait subi des pertes de la part de l'ennemi. Ils prennent des hommes dans un village, ils les situent, ils les rassemblent au milieu du village et ils les abattent. Bon, mais ça, c'est pas une politique, c'est pas une décision délibérée de la part du Yishuv, de la part de David Ben Gurion. À cette époque-là, d'ailleurs, David Ben Gurion est contre ce genre de comportement, mais le problème, c'est qu'il ne va pas imposer de manière stricte des règles de sanctions visant à punir les soldats qui se comportent de cette manière-là. C'est assez étonnant de la part de Ben Gurion. Il a tout à fait conscience de ce que ces combattants ne doivent pas se comporter de cette manière-là, mais il ne prendra aucune mesure de sanction. Et des membres de son cabinet, d'ailleurs, quand on voit les documents qui ont été publiés sur les minutes des conseils des ministres à l'époque, dans les années 1940, 47, 48, on voit des ministres qui sont horrifiés par le comportement des soldats, mais il ne se passe rien, il n'y a aucune volonté d'imposer à l'armée des comportements et des sanctions beaucoup plus strictes. Alors ça, c'est les années 40, 49, mais je dois dire que les années 50 ne sont pas beaucoup mieux. Les années 50, la guerre est terminée, la menace, le sentiment de menace n'est plus le même, il s'est dissipé, et il y a quand même un reliquat de comportement très brutal de la part de l'armée à l'égard de ce qu'on appelle les infiltrés. Ce sont des Palestiniens qui ont été soit expulsés, soit qui sont partis de Palestine, Israël, vers les pays limitrophes et qui reviennent soit pour récupérer du matériel, soit pour rencontrer des amis, soit pour faire des attentats. Et à chaque fois, le comportement de l'armée à l'égard de toute personne qui essaye d'entrer en Israël, quelle qu'elle soit, on tire sans sommation à vue d'œil. C'est extrêmement brutal. Et on voit également, concernant les années 50, le massacre en 1956, le massacre de Kfar Qassem. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous en avez entendu parler sans doute, qui est le massacre le plus horrible qui ait jamais pu être commis par des forces armées israéliennes dans le cadre étatique de l'armée de l'État d'Israël. La deuxième période, il faut voir qu'elle commence au début des années 60 et elle va se perdurer jusqu'à la deuxième intifada. Et c'est une période de rupture totale par rapport au passé. On voit réellement, c'est une rupture qui se produit pas de manière en un seul coup, c'est fait une évolution qui touche la société, qui touche les forces armées et qui va durer qui s'étire de manière assez prolongée.
il y a un véritable éveil d'une conscience morale. On sent dans l'opinion publique, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que la société est en train de changer, est en train de s'embourgeoiser, se mondialiser, que la menace extérieure n'est pas aussi forte, donc les gens sont moins crispés et tendent moins à, à, à soutenir des comportements qui n'ont rien d'un comportement éthique. L'opinion publique se fait sensible aux questions éthiques. Apparaissent, dans le cours de ces périodes, progressivement, des mouvements de paix, des ONG de droits de l'homme, des objecteurs de conscience qui disent, nous ne voulons pas, par exemple, pendant la guerre du Liban en 1982, un refus d'aller se battre dans une guerre qui n'est pas destinée à protéger Israël, mais pour des raisons politiques autres que celles de la protection d'Israël. Et c'est en 82, c'est peut-être un des pics de l'apparition d'un comportement éthique, ça va être les grandes manifestations organisées par la paix maintenant à cette époque-là, en 1982, pour protester contre la guerre du Liban et pour protester particulièrement contre le massacre de Sabra et Shatila qui se produit en juin 1982, donc qui va donner une manifestation monstre que vous connaissez sans doute, de 400 000 personnes, pour dire ce massacre, bien qu'il ait été commis par des phalanges libanaises, pas par des Israéliens, mais dans un territoire sous contrôle israélien, ce genre de choses, nous ne l'acceptons pas. Ils vont réclamer la démission d'Ariel Sharon à cette époque. Et donc, Begin, après beaucoup d'hésitation, accepte de nommer une commission d'enquête qui va rendre ses conclusions quelques temps après et qui vont conduire à la démission d'Ariel Sharon, non pas du cabinet, mais du conseil du cabinet de Menachem Begin, mais en tant que ministre de la Défense. Et Begin lui-même sort de toute cette guerre du Liban qui a été atroce, extrêmement abattu, et au bout d'un certain temps, il va quitter la vie politique. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui est très fort, et je donne dans le livre quantité d'exemples pour montrer comment la société change à cette époque-là. On voit apparaître dans l'armée, elle met en place un code éthique qui est contraignant quand même, et qui est la fameuse pureté des armes. Il y a un système judiciaire qui se met en place dans l'armée, qui est le procureur général militaire, qui est là pour vérifier, non seulement pour conseiller l'armée sur les questions juridiques, mais aussi pour sanctionner des soldats qui se rendent coupables de violation de la loi et des droits de l'homme. La troisième période, c'est une période qui commence avec la deuxième intifada, avec le terrorisme de la deuxième intifada. Ça, c'est très très net. Vous connaissez ou vous souvenez de ce contexte terrible après l'assassinat de Rabin en 1995. Vous avez Shimon Peres qui succède, il va perdre les élections. C'est ensuite notre ami Benjamin Netanyahu, notre ami entre guillemets Benjamin Netanyahu, qui arrive au pouvoir et qui va être battu par Barak, qui va être battu par Ariel Sharon, qui va essayer de mener les négociations de paix avec Arafat. Ça va être un échec total. Et début, début 2001, commencent reprennent, je ne dis pas commencent, mais reprennent les attentats suicides contre la population et contre les colons dans les territoires occupés. Et des attentats qui sont commis par le Hamas et à partir de 2002 qui vont être relayés par les combattants du Fatah. Et donc, en fait, en 3-4 ans, vous avez 1 millier d'Israéliens qui vont périr dans ces attentats. Et on voit comment la société, à ce moment-là,
qui est très déçue. Elle attendait beaucoup du compromis qui était en train de s'élaborer entre Rabin et Arafat, puis Barak et Arafat, et elle dérive à droite. Elle perd totalement confiance dans les possibilités de rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. Des militants de paix qui, euh, euh, qui militaient avec des militants palestiniens se rendent compte que ces mêmes militants palestiniens soutiennent les attentats suicides. Mais il dit, mais attendez, on a milité ensemble et là, et là, vous nous lâchez complètement. Et donc, il y a véritablement, euh, ça se traduit par un blanc-seing donné à l'armée pour faire en sorte que les attentats suicides s'arrêtent. Et donc, on voit dans les sondages, soutien à plus de 80% des assassinats ciblés. C'est, allez-y les gars, vous avez feu vert pour nous débarrasser du terrorisme. Les gens ne veulent plus entendre parler de paix. Le mot paix, parce que la paix, c'est comme ça qu'ils le vivent, ne leur apporte pas la sécurité. Et ce qui est important, dans une période où vous avez des gens, des attentats pratiquement toutes les semaines, quelquefois tous les jours, ce qui est important, la paix, c'est le retour à la sécurité. Or, il y a une perte de confiance dans le processus de paix, perte de confiance dans les Palestiniens, et l'attitude, la question morale n'intéresse plus personne. Elle n'intéresse plus personne. On le voit bien dans la société. La question du respect du droit international est rejetée. On le voit bien dans tous les sondages. Parce que les gens considèrent que le droit international ne protège pas suffisamment dans un contexte de terrorisme, ne protège pas les civils israéliens. Et vous avez des dérives assez spectaculaires qui se manifestent au moment de l'affaire du sergent El-Or Azaria. Certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Je rappelle très rapidement, en 2016, 2015-2016, c'est une période où des jeunes Palestiniens attaquent soit des colons, soit carrément des soldats qui sont à des checkpoints avec des ciseaux, un couteau, souvent des couteaux. Ils attaquent pour essayer de commettre un acte d'héroïsme, un acte de bravoure. Et l'armée, souvent dans plusieurs unités, la réaction est, dès que apparaît le début de menace, c'est tirer sur la personne. Et donc en 2016, vous avez deux jeunes Palestiniens qui attaquent près de Hébron une équipe de militaires. Le premier Palestinien est tué, le deuxième Palestinien est blessé, gît à terre, inanimé. Il y a une vidéo qui a circulé à cette époque-là, une vidéo qui a été prise par un militant de Bethlehem et qui a fait grand bruit. Et on voit à un moment un sergent qui est un infirmier qui s'approche du jeune Palestinien inanimé et qui l'achève d'une balle dans la tête. Et ça va faire un énorme débat en Israël, et ça va diviser la société israélienne. Ceux qui pensaient que euh, le soldat, le sergent avait raison, un un terroriste palestinien, même blessé, doit être achevé. Il y a tout un débat sur la notion de terroriste. C'est quoi un terroriste? Est-ce que c'est quelqu'un qui tue un civil innocent, sans protection? Est-ce que c'est quelqu'un également qui tire contre des soldats? Est-ce qu'on peut appeler ça un terroriste? Moi j'ai des doutes, je le dis franchement. Mais c'était considéré de cette manière-là par
dans les sondages, par une forte majorité, à plus de 60%, de gens qui disent que le sergent Azaria avait raison. Et même dans la classe politique, vous allez avoir une scission. Le chef d'état-major de l'armée réclame un procès. Le ministre de la Défense le soutient. Benjamin Netanyahu, après avoir affirmé haut et fort qu'il fallait défendre les valeurs morales de l'armée, quand il voit comment la, tout son camp, toute la droite israélienne se range derrière Elor Azaria, lui-même change son fusil d'épaule et va prendre fait et cause pour le sergent Azaria en question. Mais là, on voit bien à quel point la société israélienne a changé par rapport à ces années 1980-1990. Ça n'a plus rien à voir. Je dis, ce blanc-seing a achevé des gens, un blessé à terre, c'est quelque chose euh, qui se produisait, mais qui restait secrète, qui faisait pas débat, l'opinion publique ne savait pas, et quand émerge sur la place publique ce genre de cas, on voit comment la société israélienne se fracture sur ce côté-là. Mais je dois dire une chose, c'est que la société civile dérive plus à droite que l'armée. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça, c'est ce que je constate, parce que en fond, l'armée euh, souhaite une chose, c'est que le contrôle de la Cisjordanie se fasse dans des conditions telles qu'elles permettent à l'armée de mener ses opérations face à une population dans un contexte le plus calme possible. Elle n'aime pas quand il y a des, des, des réactions de la rue palestinienne pour s'accomplir son travail. Et donc, elle est toujours favorable à des mesures d'apaisement quand c'est possible. Quand c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait systématiquement. Et là, on voit, d'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée, Gadi Eisenkot, à l'époque, disait à ses soldats, il était allé les voir, je ne souhaite pas qu'un soldat tire sur la moindre jeune fille qui s'approche avec une paire de ciseaux pour vous attaquer et la tue. C'est quelque chose d'inadmissible. Donc, on voit bien dans l'armée, il y a une certaine tentation de retenue. D'ailleurs, au moment de la deuxième intifada, au moment où il y a toute cette tentative de l'armée pour venir à bout du terrorisme, avec notamment multiplication des attentats suicides, les attaques contiennent quand même des lignes rouges. On l'a oublié, mais il y a des lignes rouges. En 2002, au moment où Sharon donne l'ordre de mener l'opération Rempart, c'est-à-dire en fait l'entrée des forces israéliennes dans la zone contrôlée par l'autorité palestinienne, notamment dans Jenin. Les soldats israéliens se heurtent à une résistance et ont des pertes. Ils réclament un appui aérien. Le ministre de la Défense refuse. Pourquoi? Il dit, au fond, là, nous ne pouvons pas bombarder des zones civiles. C'est totalement exclu. Vous avez un autre cas, un cas d'un terroriste du Hamas, un des grands chefs du Hamas, qui s'appelait Salah Shehadeh, qui va être ciblé en 2002 par l'armée israélienne, par le Shabak, qui va arriver à un moment à trouver dans quelle maison il habitait, et l'armée de l'air largue une bombe d'une tonne pour être sûr qu'il soit complètement écrasé. Le problème, c'est que la maison écrase, la bombe écrase l'immeuble d'à côté dans lequel il y avait des civils. Il y a 14 civils, dont beaucoup d'enfants, qui vont périr. Et à cette époque, vous avez deux phénomènes. D'abord, il y a une commission d'enquête qui est mise sur place pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ce cas qui ne devait pas se produire d'un effondrement d'une maison dans laquelle il y avait des civils.
commission d'enquête, il y a un autre phénomène qui apparaît à cette époque-là, c'est la lettre des pilotes de l'armée de l'air qui disent nous refusons de participer à des opérations de bombardement dans lesquelles il y a des risques de tuer des civils. Vous voyez à quel point, au fond, il y avait quand même dans différents milieux de l'armée une volonté de prendre des précautions par rapport aux civils. Et c'est pour ça que je dis que l'armée était d'une certaine manière, avait un comportement beaucoup plus retenu par rapport à la question morale que l'opinion publique, et surtout l'opinion publique de droite, qui était massivement. Elle accusait le procureur général de l'armée, le commandement militaire, de brider les soldats en leur disant, en leur imposant, en leur rappelant qu'il y a des règles du droit international, vous les bridez et donc vous les empêchez de se défendre correctement. Et ça, c'est quelque chose que nous ne voulons pas. Et donc, il y a un débat à l'intérieur entre l'armée, le procureur et beaucoup d'associations de parents des associations de droite, où les militaires disent non, nous ne les bridons pas, ils ont des ordres de se défendre, mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et il y a une chose qui est assez intéressante de l'évolution de l'opinion publique à la suite de la deuxième intifada. Après que Ariel Sharon a désengagé l'armée en 2005 de la bande de Gaza et a fait évacuer les colons de cette même bande. Ce qui s'est passé, c'est que le Hamas n'a pas considéré qu'il était reconnaissant. Il a repris des attaques, et surtout des attaques avec des missiles, les fameux Qassam de l'époque, contre la population du sud d'Israël. Arrive un moment d'exaspération. On dit, mais écoutez, on s'est retiré, on leur a donné le territoire, ils continuent à tirer sur nous. Et à ce moment-là, naît cette opération de plan durci, où l'armée, le pouvoir politique, donne l'ordre à l'armée de faire cesser les attaques contre Israël. Et à ce moment-là, il y a un climat en Israël qui est terrible, où des ministres, qui n'étaient pas des ministres d'extrême droite, l'extrême droite n'était pas dans le gouvernement à l'époque, c'est des ministres soit de droite, c'était plutôt de droite modérée, soit quelquefois travaillistes, et qui disaient, mais à l'armée, rentrez-leur dedans, rasez des immeubles, rasez complètement des immeubles. Il faut un ministre du gouvernement qui dit il faut causer une deuxième Shoah à la population gazaoui. Une deuxième Shoah. Je ne sais pas si vous vous imaginez à quel point ça va loin à cette époque-là. Les gens ont oublié tout ça. Mais il y a une exaspération dans l'opinion publique par rapport à non seulement au Hamas, mais également par rapport à la population gazaoui, où déjà à l'époque, les gens disent, rentrez-leur dedans, pas de quartier, de toute façon, il n'y a pas de distinction entre civils et combattants, entre non-combattants et combattants. Ils veulent tous notre perte. Et donc, j'arrive à la quatrième période, qui est la période actuelle. Actuelle, je veux dire, actuelle à partir du 7 octobre. Là, je distingue bien une fracture. Il y a un véritable effondrement moral par rapport à la période précédente. La période précédente, c'était un équilibre entre volonté d'agir brutalement et des forces de retenue. Là, les forces de retenue disparaissent complètement. C'est quelque chose de terrible qui se produit dans la société meurtrie, traumatisée. Elle réclame vengeance, elle est indifférente aux victimes civiles qui vont périr à la suite des attaques de l'armée de l'air israélienne.
pas de pitié. Pas de pitié, ils voulaient nous exterminer. Ils étaient heureux, ils ont soutenu l'attaque du 7 octobre. Euh, c'est la vengeance est quelque chose de tout à fait normal. Mais vont contribuer à ce climat les médias, surtout les chaînes, les grandes chaînes de télévision, qui ont participé à ce climat patriotique où elles ne montrent pas ce qui se passe dans Gaza. Et donc, à cette époque, et même jusqu'à maintenant, les chaînes de télévision font très attention. Font très attention de ne pas tout montrer parce qu'il ne faut pas démoraliser, il faut pas démoraliser les Israéliens, il ne faut pas non plus susciter un mouvement anti-guerre. Et donc, euh, on a ce climat-là dans la société, dans l'armée. Maintenant, l'armée, c'est intéressant ce qui se passe. L'état d'esprit de l'armée, d'abord, c'est une armée humiliée. Et il y a quelques milliers de combattants du Hamas qui sont entrés, qui ont fait ce qu'ils voulaient pendant au moins une journée. Ça a duré, dans certains cas, ça a duré plus que ça, euh, et sans que l'armée soit en mesure de protéger ses civils. Alors, à quoi bon avoir une armée aussi chère qui ne protège pas ses civils? Et donc, euh, évidemment, elle va se lancer dans la réplique avec des instructions, bien entendu, du pouvoir politique, de répliquer de manière extrêmement violente. La réplique est immédiate par des bombardements. Ensuite, ça va être l'incursion terrestre avec le, 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 le bilan que vous connaissez, c'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui, les ministères de la Santé du Hamas donnent un peu plus de 53 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza du fait des opérations israéliennes. Là-dessus, il faut être prudent parce que il faut défalquer les combattants du Hamas. L'Israël dit qu'il y a à peu près 20 000, mais ça fait quand même 33, 34 000, dont 15 à 20 000 enfants qui ont été tués au cours des opérations, ce qui est quand même considérable. Et là, on voit bien l'armée, alors que si les cas que je vous rappelais, les cas de Salah Shehadeh, les cas du refus du ministre de la Défense de bombarder Jenin, tous ces cas de précaution, toutes ces précautions qui étaient prises au moment de la deuxième intifada disparaissent complètement. C'est terminé, on bombarde largement, il y a tout un plan pour liquider tous les principaux chefs et activistes du Hamas, ils sont bombardés éventuellement la nuit chez eux, à la maison, dans leur maison, avec les familles. Il n'y a pas de quartier. Et donc, d'emblée, vous avez des dégâts considérables dans la population civile. Et il y a eu des pilotes qui ont été interrogés par Haaretz il n'y a pas si longtemps que ça, où ils disaient à cette époque-là, quand on a commencé la guerre, on a été très agressif parce que on n'a pas pris des précautions, parce qu'on avait un sentiment de danger qui était très grand et qu'il fallait se débarrasser de ce danger-là. C'est le retour aussi des bombes lourdes, alors que progressivement, l'armée avait abandonné, après l'affaire Chirad, avait abandonné l'usage des bombes d'une tonne. Elle revient à l'époque, même en 2020-2021, lorsqu'il y avait des opérations dans Gaza pour essayer de liquider tel ou tel chef du Hamas ou du djihad islamique. L'armée avait mis au point des missiles de faible puissance, très précis, qui pouvaient entrer dans un appartement, de détruire les personnes qui vivaient dans l'appartement, dans la chambre à coucher, sans endommager l'immeuble. Ça, c'est terminé. C'est vraiment, il y a un changement considérable de la part de l'armée. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui se posent au niveau, je dirais, micro. Le niveau micro que j'entends par là, c'est au niveau des unités de terrain, pas au niveau des, 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 des grandes décisions
qui sont prises par le pouvoir politique et de l'état-major de l'armée. Au niveau micro, on voit des comportements euh, qui sont, qui sont en violation totale par rapport au droit international et même par rapport à la pureté des armes. Pourquoi? D'abord, il faut dire le contexte. Le contexte, au fond, d'une zone très dangereuse. C'est pas rentrer dans Gaza, c'est pas une promenade de santé. C'est des maisons piégées, des ruelles piégées, des tunnels piégés. Les soldats l'armée va perdre des centaines de combattants de ce fait-là. Et récemment, il y a quelques jours, il y a 7 combattants qui ont été tués dans leur véhicule du fait d'une charge explosive posée par un combattant du Hamas. Et donc, la réaction, c'est détruire tout obstacle toute maison obstacle qui peut servir de cache à un sniper du Hamas. On détruit tout. Les Israéliens appellent ça le khisouf, le dégagement total. Et il faut aussi dire qu'il y avait une politique de considérer à faire une espèce de zone tampon tout de de la frontière de la bande de Gaza pour là aussi sécuriser le territoire par rapport à ceux qui pouvaient rentrer chez eux à la maison au sud d'Israël. On détruit, mais aussi il y a les destructions de maisons, ça se fait dans chaque guerre. Voilà, et il faut pas prendre des risques, on détruit. Il y a aussi des mesures qui sont beaucoup plus contestables. On détruit et ensuite, on considère que dans un périmètre dans lequel s'est installée l'armée, qu'elle a sécurisé, qu'elle considère comme une zone stérile de tout élément ennemi, les commandants souvent prennent d'eux-mêmes la décision de considérer que ces zones-là sont des kill zones, des zones de mort. C'est-à-dire que toute personne tout civil qui entre, en fait, il peut y avoir que des civils, parce que les gens du Hamas sont habillés aussi en civil. Tout civil qui entre est tué sans sommation. Ça, on a quantité de témoignages sur des ordres donnés par des commandants qui disent, nous, on ne prend aucun risque, vous tuez. Arrive un père de famille avec son enfant, on ne sait pas. Ils sont tués ipso facto. Ça, c'est non seulement contraire au droit international, mais c'est contraire aux règles d'engagement de l'armée, parce que l'armée, l'état-major ne donne pas des instructions de ce genre-là. Pour elle, il y a des instructions qui sont rédigées sous le contrôle du procureur général de l'armée et qui tiennent à respecter le droit international. Et ça, c'est un manque total de respect du droit international. Moi, je dirais, c'est des comportements à la Mad Max. Je ne sais pas si vous connaissez les films de Mad Max. C'est un peu ça. C'est un comportement complètement débridé, où chaque commandant décide de lui-même quelles sont les règles d'engagement. Et quelquefois, et souvent, ces règles d'engagement sont contraires aux règles d'engagement de l'état-major. Avec, je dirais, un phénomène aggravant, c'est la liberté d'action énorme donnée à des chefs militaires, commandants de division, commandants de brigade, des libertés d'action, d'appeler à l'aide de l'armée de l'air et à provoquer des bombardements. L'armée de l'air, elle bombarde selon le plan de l'état-major, mais elle bombarde aussi au cas par cas. Lorsque vous avez des unités qui sont en difficulté et qui réclament de l'aide, ils disent voilà, on a en face de nous un immeuble, on nous tire dessus, est-ce que vous pouvez venir détruire cet immeuble? Jusqu'au 7 octobre, ce genre de décision de destruction d'un immeuble remontait au chef d'état-major de l'armée, c'est lui qui autorisait la destruction de l'immeuble. À partir de là,
c'est plus le cas. C'est un chef de brigade, un commandant de division peut demander de détruire un immeuble en disant, bah, mes forces sont menacées, on ne peut pas s'en tirer. Voilà, donc la quatrième période, c'est un changement vraiment radical. Et je voulais terminer juste en posant cette question. Est-ce que pour autant on peut parler de génocide? C'est quelque chose que vous connaissez très bien, qui est très à la mode, qui a été reprise dans le débat non seulement en France, mais dans plusieurs pays. En Israël, vous avez des intellectuels qui pensent que Israël se livre à un génocide. Moi, je ne suis pas cet avis. Je le dis clairement. Je suis pas cet avis parce que le nombre de morts n'est pas une preuve de génocide. Le génocide se définit dans l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide comme un crime commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial et religieux. Donc c'est pas, j'ai insisté sur la notion d'intention. Il faut que l'intention soit prouvée. Or, l'intentionnalité n'est pas démontrée à ce jour-là. Il n'y a pas, on ne le voit pas, sauf si un jour on découvrira dans les archives ou par des témoignages, l'armée israélienne n'a pas une politique délibérée d'éradiquer un peuple au niveau, au niveau macro. Ça n'existe pas. Elle n'est pas démontrée. Quand Macron dit, il a été interrogé il n'y a pas si longtemps, on lui a dit, alors est-ce que vous êtes d'accord qu'Israël se livre à un génocide? Il a dit, cette question-là, je la laisse aux historiens. Les gens ont ricané, mais je trouve que ce n'est pas totalement absurde de dire dans les historiens, parce que souvent les preuves de l'intentionnalité, on pourra peut-être les découvrir dans peu de temps, peut-être, mais peut-être qu'il faudra beaucoup plus de temps aux historiens pour examiner les documents produits par l'armée, par le pouvoir politique, les minutes du conseil du cabinet de guerre, pour savoir si vraiment il y avait une intentionnalité, une intention d'éradiquer un peuple. Parmi les raisons pour lesquelles je trouve que l'accusation de génocide n'est pas très convaincante, c'est le fait que l'armée israélienne a fait déplacer massivement la population du nord au sud, de l'est à l'ouest, quelquefois, plusieurs fois, du sud au nord, du nord au sud. Alors, elle demande à la population de se déplacer. Elle a été très critiquée pour cela. Mais une armée qui veut commettre un génocide ne fait pas déplacer des populations. Elle est liquide. Donc, il y a une incompatibilité totale entre les ordres de déplacement qui sont faits pour protéger la population et la notion de génocide. Je dirais qu'également, euh, il faut se référer à ce que la Cour internationale de justice a dit à ce sujet-là, puisqu'elle a été saisie par l'Afrique du Sud pour tenter euh, d'expliquer, d'affirmer si oui ou non il y avait un crime de génocide. Et la Cour internationale de justice dit, elle n'arrive pas à cette conclusion, elle dit qu'il y a un risque de génocide. Ça, oui, il y a un risque de génocide et Israël doit faire tout son possible pour éviter que ce risque ne se transforme en, en acte véritable de génocide, mais elle ne conclut pas véritablement à l'existence d'un génocide. Bon, et donc voilà, je termine pour dire que malgré cela, malgré cela, le bilan d'ensemble, le bilan d'ensemble n'est pas très reluisant pour l'armée israélienne et pour le pouvoir politique qui avalise l'armée, n'agit pas au niveau des grandes instructions macro, elle n'agit pas toute seule, elle soumet tous les plans au cabinet de guerre. Euh,
autant je pense qu'Israël a eu raison de partir en guerre et d'attaquer le 8 octobre, à partir du 8 octobre, autant que c'était une guerre juste, mais les moyens qu'elle a utilisés sont des moyens excessifs, sont des moyens injustes. On voit bien que tout sentiment d'humanité a totalement disparu. Sentiment d'humanité de manière quelquefois totalement absurde, parce que ces, ces instructions pour en tire sur toute personne qui entre, c'est retourné contre Israël. Vous avez les 3 otages israéliens en décembre 2023 qui avaient fait faux bond à leur geôlier et qui vont voir approcher une unité israélienne et qui sortent avec un chiffon blanc, le torse, torse nu, pour montrer qu'ils n'ont pas d'explosifs, qui appellent à l'aide en hébreu. Ils se font tuer immédiatement. Le sniper a dit, mais il y avait une menace, les instructions étaient, toute personne qui entre là-dedans doit être tuée. C'est vraiment du Mad Max. Et donc, les 3 otages ont été tués de cette façon, mais il y a quantité je ne vais pas revenir, on pourra revenir là-dessus, quantité de cas véritablement où l'armée euh, a utilisé un mode opératoire qui est totalement interdit par ses propres règles d'engagement. Voilà, donc je termine. Je dirais malheureusement que ce qui me semble le plus cruel, c'est que Israël est une démocratie et le terrorisme a remporté une victoire sur la démocratie. C'est une véritable victoire. Elle a réussi à faire en sorte que l'ensemble de la planète considère qu'Israël n'est pas une démocratie. Euh, Elle utilise des moyens qui sont totalement non conformes à une véritable démocratie. Et le plus grave de tout, c'est que le bilan général, le bilan global des civils tués, il faut le mettre en rapport euh, aux avantages que l'armée israélienne aurait pu obtenir. Quels sont les gains? Or, les gains sont quasiment nuls. Le Hamas n'a pas été éradiqué, les otages n'ont pas été rapatriés, et donc tout ça pour ça, c'est vraiment la grande question. Est-ce que c'est tout à fait admissible? Alors, je termine en disant, voilà, euh, la notion de Tzal, l'armée la plus morale au monde, vous ne l'exclurez pas, vous ne l'exclurez pas chez beaucoup de gens qui continuent à croire que c'est ça. Alors, moi, je dirais simplement, à vous de juger maintenant si, compte tenu de ce rapide panorama, est-ce qu'on peut parler d'armée la plus morale au monde? Mais je dirais en plus, l'armée la plus morale au monde implique qu'il y ait eu une comparaison sérieuse par rapport aux autres armées. Comme s'il y avait une espèce de Jeux olympiques, Israël aurait, Tzahal aurait la médaille d'or de la moralité, sans qu'on sache qui détient l'argent et qui détient le bronze. Mais en plus, il n'y a aucune étude sérieuse de comparaison qui permet vraiment de comparer Israël, Tzahal, aux autres armées. Ça n'existe pas. Et donc, ça reste un mythe, c'est un mythe très puissant en Israël. Ça ne va pas disparaître. Mon livre ne va pas le faire disparaître, ça je peux vous le garantir, parce que ça permet d'assurer la confiance entre la société et l'armée, ça permet d'assurer la cohésion de la société israélienne. On se dit, ah, euh, on est soudés autour de notre armée. Il ne faut pas oublier que l'armée israélienne est l'institution la plus populaire en Israël, à plus de 80% de gens qui la soutiennent. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'attends vos questions, vos critiques.
Je voudrais juste faire une petite transition parce que, comme tu le dis, on peut difficilement comparer la situation dans laquelle se trouve l'armée israélienne dans cette guerre, notamment la dernière à Gaza, avec tous les autres conflits auxquels se sont confrontées les armées, ou en tout cas occidentales, ces dernières années. Euh, je crois que c'est Avrambourg, je me trompe peut-être, à qui on a posé la question et il a dit a répondu que l'armée israélienne était certainement plus morale que l'armée russe. Oui, c'était Ore Avneri. Uri Ore Avneri. Ah oui, Avneri. Uri Avneri. Uri Avneri qui a répondu que l'armée israélienne était plus morale que l'armée russe, certainement, et moins que l'armée suisse, qui n'a jamais vraiment fait la guerre. Donc voilà pour faire une petite comparaison. Est-ce que nous, en tant que mouvement, est-ce qu'on fait assez, est-ce qu'il faut qu'on fasse plus pour sauver les soldats sahariens? Je suis un vétéran de cours et je ne reconnais pas mon armée. À ces questions-là, j'en rajoute trois autres qui t'ont été posées, Samy, par nos amis par Internet. Première que tu n'as pas abordée, tu as parlé du comportement de l'armée, mais il y a un comportement vis-à-vis de la population civile, et notamment tout ce qui concerne l'utilisation de l'arme de la faim, c'est-à-dire que l'alimentation, toute l'aide humanitaire qui arrive depuis les cessez-le-feu à Gaza n'est pas distribuée toujours ou très limitée par rapport aux quantités que l'on distribue. Et puis, on fait allusion à l'article qui est paru ce week-end dans Haaretz, à propos duquel certains témoignages de soldats racontent qu'ils avaient reçu comme consigne de tirer sur la population civile qui s'approchait des lieux où était distribuée l'alimentation à la population, avec l'intention de les empêcher ou de tuer des civils. Alors c'était des ordres peut-être locaux, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a peut-être des commandants sur place, pas forcément des ordres qui viennent de l'état-major, mais c'est un débat très important qui a émergé ces derniers jours en Israël. Netanyahou a dit que cet article ne traduisait pas la réalité, que ce n'était pas vrai, mais malgré tout, l'armée a dit qu'elle allait faire des enquêtes sur ces affaires-là. L'autre question, ça concerne le déplacement des populations. Tu en as parlé dans cette guerre. Pour pouvoir mener la guerre dans une région très urbanisée, même si les villes sont en grande partie détruites, l'armée donne des directives de déplacer les populations du nord au sud, puis du sud au nord, de l'est à l'ouest, etc., pour faciliter ces opérations. Et quelqu'un pose la question, est-ce que c'est des déplacements? On en a vu d'autres dans l'histoire. Elle pense notamment à ce qui s'est passé pendant, entre les, quand il y a eu le génocide des Arméniens, où les Turcs avaient déplacé des populations, mais ensuite pour les exterminer, hein, ce qui n'était pas le cas, comme tu le dis toi-même, en ce moment à Gaza. Donc, faut pas. Il y a eu effectivement des populations qui sont mortes de faim aux Arméniens. Voilà. Donc, question complémentaire à celle qu'on t'a Oui, posée. oui. Et comment faire pour sauver ça? J'ai essayé de réfléchir à ça. Je n'ai pas de réponse. Chacun, chacun décide comme il veut. Certains peuvent s'exprimer pour dire c'est quelque chose que nous ne devons pas faire. C'est pas nous. Nous sommes une démocratie, nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai réagi quand j'étais en Israël en décembre avec une quantité d'amis qui étaient pour anéantir toute la bande de Gaza, avec tous ces civils. Je dis, mais attendez, qui nous sommes? Nous sommes une démocratie quand même. Est-ce qu'on peut se permettre une chose pareille? Bon, ça c'est inaudible, mais il faut le faire. Je pense qu'il faut prendre date à un moment pour dire que il y a des choses que nous ne pouvons pas soutenir. Mais ça, c'est la conscience de chacun. Ça, chacun, la conscience de chacun, ça peut être la conscience aussi du groupe de Jico de manière collective. Mais ça, c'est, il n'y a pas de, moi, je sais pas, moi, j'ai pas de leçon à donner. J'ai pas de leçon à donner dans ce domaine-là. C'est une question de conscience, hein. Dans de conscience, c'est une question de savoir est-ce qu'on, jusqu'où on peut accepter des choses qui sont inacceptables. Parce que c'est pas nous.
Moi, c'est ça l'idée. Oui, c'est vrai en Israël, vous avez des tout petits groupes, une apparition d'une contestation, du silence, pour dire il y a des choses qui se produisent dans la bande de Gaza qu'on ne peut pas accepter. Et donc, effectivement, vous avez des étudiants à l'université de Haïfa qui ont manifesté en montrant des photos de gamins, d'enfants palestiniens qui ont été tués. Alors ça, c'est considéré par la police comme une attaque contre la sécurité d'Israël. Hein. C'est difficile. Il faut beaucoup de courage hein, pour aller manifester de cette manière-là. Il y a aussi de plus en plus de voix dans le monde politique de Yair Golan, de Olmert, des personnalités politiques qui entrent dans la sphère de la morale pour dire ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter, qu'il faut arrêter. Bon, en ce qui concerne la question de la pureté des armes, hein, la pureté des armes, il y a eu en fait deux fois, deux moments essentiels. Une fois en 1994, où l'armée a élaboré un code éthique. Dans le code éthique, c'est 10 articles. Il y a un article qui s'appelle la pureté des armes. Ensuite, ça a été repris en 2001 et c'est très détaillé. C'est détaillé, ça revient à dire, je ne l'ai pas sous le coude, mais je l'ai cité dans un des chapitres pour dire que le soldat doit utiliser son arme uniquement pour se défendre et faire tout son possible pour épargner des personnes innocentes. Et donc vous voyez que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans Gaza, on ne prend plus de précautions. À quel point la pureté des armes a été totalement balayée, elle n'existe plus, purement et simplement. En ce qui concerne, euh, moi j'ai l'impression que globalement, la réaction première de la société israélienne, c'était en feu vert à l'armée israélienne de faire tout ce qu'elle veut. J'ai interrogé des gens qui sont des amis et qui sont à peu près été comme moi sur le plan éthique, plus ou moins comme moi. Mais prononcer des phrases effroyables pour dire moi, je veux la mort de tous les civils gaza. Il y a un blocage total, un refus de réfléchir et de considérer euh, au fond quel type de société on est. Est-ce qu'on peut faire exactement ce que les autres font? Et c'est là la grande faiblesse de ce qui s'est passé actuellement. C'est que la démocratie israélienne, la société israélienne a eu tendance à se rapprocher du comportement des gens du Hamas. Et ça, c'est très grave. Parce qu'une démocratie doit mettre un lien, une ligne très claire de distanciation, de distinction entre ce que fait une démocratie et ce que font des terroristes. C'est pas la même chose. Même si pour une démocratie, c'est difficile de lutter contre le terrorisme, c'est évident. Mais la morale, c'est quoi? La morale, c'est faire attention. C'est hésiter, c'est réfléchir, c'est pas tirer sans précaution. On n'est plus de la morale. À partir d'un moment où le soldat tire sans prendre des précautions, ce n'est pas un soldat, c'est un exécuteur. Il tue, point final. Et donc, ça, c'est quand même une des choses qui m'a paru les plus importantes et qui a disparu. En ce qui concerne la question sur le fait que je n'ai pas parlé de l'arme de la faim, la personne qui a posé cette question me semble a tout à fait raison. C'est dans mon exposé, hein. Je peux vous le montrer, c'est dans mes notes sur l'arme de la faim. J'ai squeezé ça par manque de temps. Effectivement, là, globalement, il y a eu d'emblée la réaction première. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la réaction première de Galante, le ministre de la Défense. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité. Tenez, c'est quoi?
et le droit international là-dedans, qui fait que l'armée a le droit de se défendre, défendre ses citoyens, mais elle ne peut pas provoquer une famine de la population. En tous les cas, je ne sais pas si on est arrivé à une situation de famine, mais elle ne peut pas, elle ne doit pas prendre, elle doit prendre toutes les précautions, toutes les mesures pour assurer la survie de la population sur place. Ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal, franchement. Un jour, peut-être, il y aura une étude spécifique sur la question de la famine. Euh, Parce qu'il y a eu toutes sortes il y a eu toutes sortes d'instructions. Il y a eu, on arrête tout. Ensuite, on laisse passer quelques camions parce que parce que Biden l'a exigé. Ensuite, on referme parce que il y a les militants d'extrême droite qui sont venus faire des barrages pour empêcher les camions d'entrer. Ensuite, c'est les pressions de Smotrich et de Ben-Gvir qui disent, mais non, si vous laissez passer l'aide humanitaire, nous on quitte le gouvernement. Ensuite arrive Trump et on voit réapparaître l'entrée de camions. Franchement, moi je suis un peu perdu dans ces zigzags permanents. Ce qui me semble l'idée importante, c'est que l'armée israélienne n'a jamais pris en considération qu'elle avait un devoir en tant qu'armée d'un pays démocratique d'assurer la survie alimentaire d'une population. Ça, c'est son devoir, c'est son obligation. Et ça n'a pas été clair et net. Il y a des hauts, des bas, des reculs, des avancées. Et là, il y a eu un véritable problème. Quant à l'attaque qui était évoquée, l'attaque évoquée dans l'article dans Haaretz il y a quelques jours, de vendredi matin, il me semble, où il dévoile en fait une chose qui n'est pas si claire que ça. Parce que l'armée a obtenu la responsabilité de sécuriser dans le périmètre extérieur la, la délivrance des sacs de farine. Il y a plusieurs périmètres. Il y a les humanitaires, il y a les Américains autour, et puis Israël sécurise le périmètre extérieur avec des instructions contradictoires. Attention qu'il n'y ait pas des gens du Hamas. Ah oui, mais c'est pas facile quand vous avez des milliers de gens qui se ruent. Euh, il y a des horaires où on peut permettre l'accès, des horaires où les gens doivent attendre. Mais quand vous avez une pression de ce genre-là, le commandant local dit, ben, moi, on m'a donné l'ordre d'empêcher l'arrivée des civils vers les camions jusqu'à telle heure. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Complètement dingue. On tire, mais on tire pas en l'air. On tire avec des armes lourdes, des obus de char, des obus de mortier. C'est complètement dément. Un obus de mortier, c'est tout sauf précis. Il suffit d'un demi-millimètre d'écart et ça tombe en plein dans un groupe de civils. C'est pas le type d'arme qui est à utiliser. Moi, je ne crois pas. Peut-être qu'on me démontrera le contraire, que l'armée, l'état-major, ait donné l'ordre de tirer coûte que coûte, avec toutes les armes, pour empêcher l'entrée des civils dans le périmètre de distribution de la farine. Moi j'ai beaucoup de mal. Par contre, que des commandants locaux se disent, bah, écoutez, moi, c'est moi le responsable ici, euh, s'ils approchent, vous tirez. Voilà, ça semble plausible. Avec cette idée que dans beaucoup d'unités, la vie des Gazaouis n'a plus d'importance. Ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'unités. Ils méritent ce qu'ils ont. Voilà, ils ont été odieux avec nous. Ils ont été cruels avec nous. On peut être cruel avec eux. Et on revient constamment, je reviens vraiment à cette idée, cette absence de distinction, de essayer de se montrer aussi cruel, aussi horrible que l'autre, c'est pas ça la démocratie. La démocratie consiste à mettre un filtre, un barrage pour dire on va pas faire exactement ce que font.
parce que nous ne sommes pas de la même veine. Et je termine avec le déplacement des populations. Oui, on en a vu d'autres, c'est vrai. Euh, Là, il y a pas de question qui appelle de réponse particulière. D'autres questions sont arrivées entre-temps. On peut dire, tout ça, c'est peut-être pas le moment de se poser ces questions. La guerre n'est pas finie. Il y a eu la guerre des 12 jours, comme on l'appelle, contre l'Iran, qui a changé peut-être la carte du Moyen-Orient pour en tout cas, les prochains mois, certainement. On verra ensuite comment les choses évoluent. C'est ça qui est plus important que se poser des questions sur le comportement de l'armée dans tel et tel cas. Peut-être qu'il faut laisser ça plus tard. Voilà la question qu'on pose. Deuxième question, euh, pourquoi Israël euh, ne croit pas que le droit international peut le protéger? Pourquoi toujours ce sentiment d'exception qui fait qu'on ne fait en Israël pas confiance au droit international et de ce fait, on se comporte comme on veut parce que on ne donne pas d'importance au droit international. OK. Dernière, Oui, dernière question, qui est un peu la même d'ailleurs. Quelle est la position des rabbins? Est-ce qu'il y a une position du rabbinat par rapport à toutes ces questions morales, ou est-ce qu'elles ne sont pas du tout abordées? Et puis, pourquoi ce refus de ne pas laisser les médias étrangers voir ce qui se passe sur le terrain, ce qui aurait permettrait peut-être d'équilibrer un peu tout ce qui s'écrit sur cette guerre s'il y avait des journalistes étrangers qui étaient sur le terrain. Comme ce n'est pas le cas, évidemment, toute la propagande peut être développée. c'est pas le moment. Euh, moi, je répondrai une chose nette et claire. Pour certains, c'est jamais le moment. On n'aborde pas les questions morales. Quand on aborde les questions morales en Israël, c'est pour dire que Tzahal est l'armée la plus morale au monde. Mais susciter une interrogation, est-ce que c'est vraiment le cas? Se poser des questions, c'est jamais le temps. Jamais. Moi, je vous donne un exemple. Euh, il y a 2 ans, j'étais invité euh, par l'Institut français à Tel Aviv pour présenter mon livre sur Israël, une démocratie fragile. Et un des soirs, I24 I24 News m'avait invité pour m'interroger sur cette question. Et alors, j'ai deux journalistes, dont une me dit exactement le même argument, où j'avais évoqué la question de l'éthique dans le livre sur la démocratie. Elle dit, écoutez, est-ce que c'est vraiment le moment d'évoquer les questions éthiques? Mon mari fait son service militaire, il est réserviste, on est tout le temps menacé par des ennemis extérieurs, c'était bien avant le 8 octobre. On est menacé tout le temps. Et est-ce que c'est vraiment une question qu'il faut poser maintenant? Les gens ne veulent pas de cette question, c'est ça le problème. Et ils ne veulent pas cette espèce d'introspection. Or, l'introspection, en fait, elle vient en particulier pour les cas de guerre. Elle ne vient pas pour le temps de paix. En temps de paix, on ne se pose pas ce genre de questions. C'est en temps de guerre qu'on se pose des questions. C'est maintenant qu'il faut se poser ces questions. C'est pas dans 10 ans. C'est aujourd'hui que ce genre de questions doivent être abordées pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. En ce qui concerne le droit international, pourquoi ils pensent que le droit international ne protège pas Israël? En fait, mais c'est pas faux. C'est pas faux que le droit international, en fait, édicte des règles que les terroristes ne respectent pas. Euh, que l'histoire des boucliers humains, par exemple, l'interdiction de prendre des boucliers humains. Ben, les terroristes, ils font tout ce que le droit international interdit, ils passent outre. Tandis qu'on demande de la démocratie de respecter le droit international, il y a une pression plus forte sur la démocratie pour qu'elle respecte le droit international. Et donc les gens considèrent, mais c'est injuste.
n'exige pas des terroristes de respecter le droit international, tandis que on fait pression sur nous. Mais ce droit international ne nous protège pas parce que elle permet aux terroristes de faire ce qu'elle veut, alors que nous, on nous dit, ben non, vous ne pouvez pas faire comme les terroristes. Voilà le fond du débat, le fond, le fait que euh, je reviens tout le temps à une question, c'est que c'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai que le droit international ne protège pas. Mais c'est ça la force et la faiblesse de la démocratie. C'est ne pas être comme les terroristes. C'est dire que nous, on doit respecter un certain nombre de règles, même si ce respect nous menace, entraîne des risques pour nous, même si ça nous met dans une situation difficile. Mais c'est quelque chose qu'il faut gérer. Ces difficultés, nous devons les gérer parce que nous sommes un régime différent. En ce qui concerne les rabbins et la question morale, j'ai beaucoup de mal à répondre. Je suis désolé à cette question parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu de vraiment un mouvement dans les grandes sommités du monde juif, chez les rabbins, En Israël. en Israël, se prononcer sur cette question-là. Mais chez les rabbins, là aussi, c'est pas un monde homogène, hein. Vous avez toutes sortes. Vous avez toutes sortes. Vous avez des gens, vous avez quelques rabbins qui sont carrément des pacifistes. Et vous avez, à l'extrême inverse, des rabbins qui sont, comme on dit, des khardali, kharedi leoumi, et qui sont extrémistes, et qui donnent le feu vert à leurs ouailles, à les soldats sionistes religieux, pour leur dire, mais écoutez, vous avez le droit contre Amalek, contre l'ennemi, pas de pitié. Donc, c'est pas un monde homogène, mais il n'y a pas, dans les autorités officielles, il n'y a pas de prise de position là-dessus. Et en fait, je termine sur les médias étrangers. Vous savez, cette question de l'interdiction de médias étrangers, vous savez de quand elle remonte? Elle remonte de la deuxième guerre du Liban en 2006. Parce qu'en 2006, lorsque Olmert avait donné l'ordre d'aller répondre au Hezbollah et par des incursions et d'aller attaquer leur site de lancement de missiles, euh, l'armée avait embarqué avec elle des journalistes. Et donc les journalistes à l'époque, déjà à cette époque-là, ils avaient leur téléphone. Les soldats avaient leur téléphone, communiquaient avec leur famille et donc donnaient des informations à l'ennemi. Et à partir de la fin de la guerre du Liban, là, c'est pas nouveau, hein, l'interdiction des journalistes étrangers, même des journalistes israéliens. C'est pas seulement les journalistes étrangers. Les correspondants militaires ne peuvent pas entrer. Mais ça, c'est vrai aussi au plan durci, c'est vrai aussi bordure protectrice. L'armée a bien vu l'inconvénient qu'il y avait pour elle de faire participer des observateurs qui peuvent en temps réel donner des informations à l'ennemi. C'est quelque chose qui, sur le plan, disons, de la vie démocratique, n'est pas acceptable, mais sur le plan de la logique militaire, je pense que c'est défendable, quand même, quelque part. Voilà, jusqu'à maintenant. La question qui a été Délibéré, je suis posée, pas sûr. il y a un Chaos, chaos chaos, sur le oui. terrain. Ouais. Est-ce que c'est un chaos délibéré ou pas? Bon, reste ouvert. Mais effectivement, il semblerait que les directives sont pas très claires sur le terrain. Le chef d'état-major de l'armée ne maîtrise pas la situation, l'ensemble de la situation. Il la maîtrise pas, d'abord parce que pour la première fois, je crois dans son histoire, Israël a concentré quelques centaines de milliers réservistes et non réservistes et soldats réguliers de l'armée régulière dans cet espace. Le chef d'état-major a en plus la responsabilité de préparer l'armée face au Hezbollah, face aux tirs des Houthis, et préparer l'armée en vue d'une éventuelle attaque contre l'Iran. Il n'a pas que ça à faire. Ça, c'est très net. La question du comportement des soldats sur le terrain, c'est pas le premier de ses soucis. À un moment, Herzia Levy, lorsqu'il y avait des dérapages beaucoup trop importants, lorsqu'il y avait ce cas
de prisonniers palestiniens qui ont été maltraités et violés, et même pire que ça, à Stetema, dans une prison israélienne. Là, il a sorti il a fait un discours, notamment après l'affaire des otages israéliens qui ont été tués par des soldats israéliens. Il a dit une chose, lorsqu'il y a quelqu'un qui agite un chiffon blanc, on ne tire pas là-dessus, c'est la règle du droit international, c'est notre règle. Ouais, le problème, c'est que ces règles-là sont différentes des règles d'engagement que donne le commandant sur le terrain. Le commandant sur le terrain, il dit un chiffon blanc, ça ne prouve rien. Parce que les gens du Hamas utilisent des chiffons blancs pour nous tromper. Certains même parlent hébreu pour nous tromper. Et donc, il faut faire très attention. Bon, chaos délibéré, non, que le chaos existe, ça me semble absolument évident. Délibéré, non. Ok. Deux questions dans la salle et encore une posée là, par Internet. Dans l'ordre, Daniel d'abord, puis ensuite Brigitte. Non mais d'accord. Daniel, tu as levé la main, mais une question, pas un commentaire. Plus fort, s'il vous plaît, hein, plus fort. Alors que le moindre raisonnement historique, ces gens qui savent bien que le Hamas a tué les opposants, il a pris le pouvoir, il a liquidé, c'est une dictature, un régime totalitaire, et les gens qui ne seraient pas d'accord, c'est une évidence. De tout prendre comme individu, est-ce que vous avez ces difficultés? Comment peuvent-ils penser qu'il faut liquider tout le monde? Comment peut-on essentialiser? Bon, donc la question, je la traduis parce que vous ne l'avez pas entendu sur le réseau, c'est comment on peut essentialiser une population quand on dit il faut tuer tous les Gazaouis parce qu'ils sont tous complices. D'abord, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils subissent depuis des dizaines d'années cette dictature du Hamas qui les contrôle. Et donc, ce n'est pas, même pour ceux parmi les personnes que Samy a évoquées qui, en Israël aujourd'hui, peuvent encore défendre une telle position, comment peuvent-ils le faire? C'est ça la question. Moi, j'analyse sur le plan historique cette notion de la désocialisation de la population ennemie, la population de l'autre bord. C'est un phénomène qui n'est pas apparu le 7 octobre, ni le 8 octobre. C'est un phénomène ancien. Je vous avais parlé de ça. Il y a une exaspération de l'opinion publique israélienne par rapport aux différents harcèlements du Hamas contre Israël. Et ça apparaît très nettement au moment de bordures protectrices, où il y a déjà à l'époque, on dit, des leaders politiques qui disent, mais il faut tout raser. Une deuxième Shoah. Déjà, à l'époque, les gens considèrent qu'il n'y a pas de distinction entre combattants et non-combattants. Ils sont tous fautifs. Et donc, là, c'est pas un phénomène, c'est pas ce qui a émergé là, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène très, très ancien, qui est là depuis facilement 2008. Et donc, ça s'est aggravé par le fait, il y a quelqu'un qui m'avait dit, en décembre, là, en Israël, je lui avais dit, mais attention, est-ce qu'il faut se comporter comme eux? Alors il me répond, oui, mais lorsqu'ils ont pris nos otages, ensuite, dans certains endroits, ils ont dansé de joie dans la rue. Comment veux-tu que moi, ensuite, je me préoccupe de la vie de leurs civils? Ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, voilà. La question, on revient sur le problème de l'utilisation de l'arme alimentaire. Et tout simple, comment peut-on, dans un pays comme Israël, persuader une population qu'il faut utiliser euh, euh, cette arme alimentaire, limiter ou pas l'approvisionnement? Comment ça marche? Comment on peut justifier un tel comportement? Donc il y a deux niveaux. Le premier niveau,
la réaction à vif et à chaud du 7 octobre. Les gens, les gens, on peut dire, ils sont foudrages, ils sont meurtris. Euh, pour eux, ce qui vient de se passer, c'est un phénomène équivalent à la Shoah. Donc, si c'est vraiment une Shoah, il n'y a pas de raison que l'ennemi ne soit pas totalement anéanti. Dans l'esprit, c'est fait partie des justifications. Maintenant, il y a un deuxième niveau qui est plus politique, qui sont les pressions des ministres et des députés d'extrême droite, et même sans ces pressions, ça joue. C'est la crainte que l'aide alimentaire ne soit détournée par le Hamas et ne serve en fait à perpétuer la résistance du Hamas. Et donc, il faut tout faire pour empêcher que l'aide alimentaire ne rentre dans la bande de Gaza à partir du moment où chaque camion qui entre, il peut être détourné. Et c'est vrai que ça a été fait. Ça a été fait. Ça continue à être fait. Et l'extrême droite dit, oui, mais attendez, si vous continuez comme ça, on finira jamais par soumettre le Hamas. Bon, et donc, voilà, il y a d'un côté un élément irrationnel qu'on peut expliquer par des arguments rationnels, mais il y a là un argument stratégique. Comment vaincre l'ennemi si ce n'est en l'empêchant d'accéder au sac de farine. Voilà. La question porte sur le fait que le responsable du Shin Bet, qui était Rothenenbar, a démissionné. De toute façon, il avait annoncé qu'il arrêterait ses fonctions et qu'il assumerait sa part de responsabilité dans l'échec du 7 octobre. Et le gouvernement, pour l'instant, enfin, Netanyahou a nommé un nouveau chef du Shin Bet qui n'a pas encore n'a pas pris ses fonctions parce qu'il y a une commission qui doit valider ou pas sa nomination et ce n'a pas été encore validé. Hein. Alors la question c'est est-ce qu'il fallait le faire maintenant ou pas? Pourquoi cette démission? Sur des génocides, qui la pose d'accord avec l'analyse de Samy, mais alors comment qualifier ce qui se passe? Est-ce un crime de guerre? Des crimes de guerre? Et puis, dernier point, parce que ça a été évoqué, on parle beaucoup, tu as parlé beaucoup effectivement du comportement de l'armée, mais tu n'as pas du tout évoqué tout ce qui se passe dans la société civile israélienne, toutes les manifestations qui ont commencé avant le 7 octobre, mais c'était par rapport aux réformes que le gouvernement voulait faire et qui se sont remobilisées ensuite contre la guerre, enfin pour les otages d'une part, et puis maintenant de plus en plus aussi pour demander à mettre fin à la guerre. Une guerre qui n'a visiblement pas de but politique, hein, qui aujourd'hui n'a peut-être pas le sens qu'elle continue. Il semblerait que, d'après les sondages, 70% de la population israélienne souhaite qu'elle s'arrête. Donc, comment analyser cette guerre ne s'achève pas dans le cadre de la situation politique israélienne et de l'utilisation que fait Netanyahou de cette guerre? Alors, en ce qui concerne le Chibet, je n'ai pas grand-chose à dire parce que là, on n'est pas dans la question morale ou pas morale. C'est c'est un problème d'éthique politique d'un d'un Premier ministre qui ne supporte pas que le service de sécurité ait ouvert une enquête concernant ses proches sur une histoire de corruption avec des éléments étrangers venant du Qatar. Et donc, euh, pour arrêter cette enquête, il a fait il a poussé Barr à l'extérieur. C'était ça l'argument principal. Bon, ça c'est un problème pas de morale de la guerre, mais d'éthique politique. Ces personnages qui ne respectent rien, notamment il n'a aucune éthique politique. En ce qui concerne la question du génocide, alors quoi? Écoutez, monsieur, vous avez raison de poser cette question, c'est compliqué. Alors quoi? D'abord, il y a
il faut distinguer plusieurs niveaux. Il y a un niveau de la confusion, de l'imbrication entre la population civile et les combattants du Hamas, qui sont souvent imbriqués dans les mêmes endroits, dans des hôpitaux, des écoles, des immeubles, etc. Si vous voulez atteindre un combattant du Hamas, vous allez inévitablement tuer des civils. Mais c'est ce que cherche le Hamas. C'est ça, ça sa stratégie, provoquer des victimes civiles. Donc, est-ce que c'est un crime de guerre? Euh, le droit international n'interdit pas de tuer des civils. Ça, il faut le savoir. Le droit international l'autorise à condition qu'il y ait une proportionnalité entre les victimes civiles et l'importance de l'objectif militaire. Est-ce que c'est justifié par rapport à l'importance de l'objectif militaire? S'il faut se défendre et que dans l'acte de défense, l'armée produit des victimes collatérales, à condition que ce ne soit pas disproportionné, c'est tout à fait autorisé dans le droit international. Alors le problème, c'est que compte tenu de la quantité des civils qui sont tués d'un seul coup pour une opération mineure, là vraiment, on est en plein dans le crime de guerre. Je vous donne un exemple. Le 28 octobre 2024, un immeuble de 200 personnes dans un village, dans une localité au nord de Gaza qui s'appelle Bethlehem, est détruit par une frappe aérienne. Il y avait 200 habitants, 100 sont tués par cette frappe. On a interrogé l'armée, les ONG ont interrogé l'armée, pourquoi vous avez fait ça? Ils ont répondu parce qu'il y avait un sniper, pardon, pas un sniper, il y avait un guetteur du Hamas au sommet de l'immeuble qui était en train de donner des informations sur nous à ses forces armées à lui. Et donc, on l'a fait. Là, on n'est plus dans la proportionnalité, on est dans un crime de guerre pur et simple. Pourquoi un crime de guerre? Parce qu'il y avait des moyens proportionnés, notamment l'envoi d'un drone, l'envoi d'un missile de très faible puissance pour frapper uniquement le sommet de l'immeuble, sans détruire tout l'immeuble. C'était pas indispensable. J'ai posé cette question à quantité de collègues israéliens, universitaires, qui sont des philosophes et des juristes. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ce cas-là? Ils m'ont tous dit la même chose. Ils disent, c'est un crime de guerre, ça n'a aucun sens. Et vous avez beaucoup de cas de ce genre-là où on détruit sans prendre beaucoup de précautions. Donc, voilà, mais il faut bien distinguer. Pas de génocide, mais beaucoup de cas de crimes de guerre. Un jour, il faudra faire l'inventaire précis, avec une enquête précise. Je ne sais pas si ça va se produire, hein, parce que pour faire une enquête là-dessus, il faut l'accord de l'armée israélienne. Il faut que l'armée israélienne donne des informations, donne des archives. À mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, là-dessus. En ce qui concerne la société civile, ces manifestations, il faut dire que tout au début, en tout cas pendant très longtemps, que manifestations visaient à surtout faire pression pour récupérer les otages. Et là, il y avait un vrai consensus en Israël dans cet objectif. À partir d'un certain moment, les gens ont commencé à prendre conscience que la poursuite de la guerre était liée aux intérêts politiques de Benjamin Netanyahu, qui était menacé par ces énergumènes d'extrême droite de lâchage au cas où il signerait un accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Et donc les gens ont commencé à dire, mais euh, il y a un problème des objectifs politiques. Des objectifs politiques, ils n'ont plus de sens. Ils ont commencé à exiger l'arrêt de la guerre pour obtenir la libération des otages. Donc les deux objectifs ont fusionné.
Cela étant, la question morale, pendant très longtemps, ne faisait pas partie des revendications de ces manifestants. On ne voyait pas des gens dire mais c'est inadmissible ce qui se passe. C'est récent, ça. C'est récent qu'il y a une espèce de, à mon avis, d'agitation saine pour dire mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Est-ce qu'on peut continuer de cette façon-là? Voilà. Comparant à ce qui s'est passé pendant la guerre d'Irak, où effectivement les Américains ont bombardé Mossoul avec des dizaines de milliers de morts. Et c'est vrai qu'Israël est confronté à Gaza à une guerre qui est dans un milieu urbain très compliqué à gérer, avec des, des miliciens du Hamas qui se sont préparés depuis des années à ce conflit, en creusant des centaines de kilomètres de tunnels à différents niveaux. Minée et que effectivement cette guerre se passe dans des conditions un peu uniques à laquelle aucune armée jusqu'à présent ne s'est trouvée confrontée, en tout cas pour les armées occidentales. Bon, c'est vrai. Et bon, ça ne justifie pas pour autant. Écoutez, oui, vous avez raison sur la complexité de cette guerre, et j'en ai parlé tout à l'heure dans mon exposé, pour dire que c'était pas une promenade de santé de rentrer dans la bande de Gaza. Les gens ont l'impression ici, souvent dans le débat politique, c'est très facile, je veux dire, souvent dans les plateaux de télévision, les gens disent carrément, oui, vous pouvez tuer les gens du Hamas, mais il vous est interdit de tuer des civils. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce qu'à cause de l'imbrication entre les deux, on peut pas faire l'un sans faire l'autre. La question est de savoir dans quelle mesure est-ce que on réussit malgré tout à ne pas déraper dans une attitude complètement débridée. Ce qui se passe aujourd'hui dans le bande de Gaza. Maintenant, en comparaison avec l'Irak. Moi, je n'ai pas étudié de manière très précise, parce que c'est assez compliqué, hein. Il y a eu plusieurs phases dans la guerre en Irak, plusieurs phases. Il y a eu première fois à Mossoul, deuxième fois à Mossoul, troisième fois à Mossoul. Bon, j'ai décroché tellement c'était compliqué. Simplement, je voulais dire une chose sur un problème de principe. Moi, quand je compare à ce qu'il y a de mieux. Je compare pas à ce qu'il y a de pire. Donc, en tant que qui je suis quand même un Israélien qui est très sensible à ces questions. Euh, moi, euh, j'essaie de faire en sorte que la comparaison ne soit pas avec le pire. C'est pas parce qu'il y a eu pire qu'il faut faire pareil ou à peu près. Non, non, non. On peut pas dire Israël, ça, est l'armée la plus morale au monde et en même temps dire oui, mais vous voyez, les Américains ont fait pareil. Ah oui, mais c'est plus de ça, le plus moral au monde, je suis désolé. C'est le plus moral au monde, donc il y a un certain niveau de comportement, de retenue qu'il faut respecter et que n'ont pas respecté les autres armées, ça d'accord. Mais si c'est pour dire, mais après tout, les autres font pareil et qu'il ne faut pas accabler l'armée israélienne, on n'est plus dans un débat moral. On n'est plus dans un débat moral, c'est terminé. Merci Samy. Merci beaucoup. J'engage ceux qui sont dans la salle à acheter le livre qui est là et à nos auditeurs à se le procurer. Et à bonnes vacances et on reprendra contact à la rentrée pour nos futures activités. Merci, au revoir. Merci. Merci.